Bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui. Moi c'est Nicolas. Et moi, c'est Alexandre. Et aujourd'hui on va vous parler d'e-art, de l'IA pour le graphe et la composition. Et je pense que vous vous demandez pourquoi vous faites ça, ça n'a aucun sens. La dernière fois que je suis venu au DevFest, j'ai présenté cette slide. Peut-être que c'est faux, mais si c'est pas le cas, j'aurais dû le faire. C'est une scène dans iRobot où le personnage de Will Smith est en train de débattre avec un robot, et pour lui montrer qu'il est moins intelligent qu'un humain, il lui demande « mais est-ce qu'un robot peut écrire une symphonie? Est-ce qu'un robot peut faire une œuvre d'art ?» Et le robot lui répond « bah et toi tu peux ?» Du coup, cette petite tête de Will Smith. Et depuis, on avait un peu envie de le faire. Du coup, flashback dans une période avant le Covid, on ne connaissait pas encore le docteur Raoult. Et en gros, il y a eu une scène à peu près comme ça. Donc attention, acteur studio. Alex, t'as vu le thème du DevFest? Oui, tu penses à ce que je pense? Ok, let's go. Et donc nous voilà aujourd'hui. Donc en gros, notre objectif aujourd'hui, c'est de faire un peu d'IA pour faire de l'art qui soit un petit peu en thème avec le thème du DevFest cette année. Donc on va d'abord essayer de faire un modèle qui va être capable de grapher, et on va aussi essayer de faire un modèle, techniquement vous allez voir ça va être des modèles, qui vont être capables de faire un morceau de hip-hop from scratch. L'objectif c'est d'essayer de vous en apprendre un petit peu au passage sur le traitement d'image et l'analyse de texte, et de ne pas vous faire saigner les oreilles. On voulait distribuer des petites choses à mettre dans les oreilles, mais on a oublié, donc désolé si jamais ça passe pas bien. Et donc pour commencer, c'est Alex qui va prendre la main pour vous apprendre à grapher. Merci. Alors, voici des graffitis, des tags. Globalement, c'est joli, c'est coloré et ça égaye les murs gris. Et avec Nicolas, on aimerait bien savoir faire ce genre de choses, mais déjà qu'on écrit comme des cochons, alors apprendre à grapher pour nous, c'est pas gagné. Du coup, on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on n'entraînerait pas un modèle d'IA pour le faire à notre place? Et donc l'objectif, c'est d'avoir un modèle dans lequel on puisse lui envoyer donc, un texte, donc ici Wikio, et qui nous produise en sortie un graffiti. D'ailleurs, en parlant de Wikio, ils ont un tuto pour apprendre à grapher qui est super, mais nous, on est plutôt team clavier, donc les crayons, c'est pas trop notre chose. Et on n'avait pas forcément le temps de créer un robot pour le faire à notre place, donc du coup, on a préféré faire autrement. Et donc, du coup, on a utilisé une approche algorithmique qui s'appelle le Neural Style Transfer, ou le transfert de style neuronal, qui est une application des réseaux de neurones et qui permet en fait de transférer le style d'une image à une image cible. Donc, c'est une approche qui a été publiée en 2015, et ici, vous voyez quelques exemples, donc avec une image de contenu en haut à gauche, sur lequel on applique différents styles d'œuvres d'art, donc différents tableaux. Et globalement, le résultat est plutôt bluffant. On voit que le style est bien reproduit sur l'image, et pour autant, la scène reste cohérente avec l'image de base. Et avant de vous parler un peu de ce modèle, on va parler un peu de traitement d'image. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une image? Une image, finalement, c'est une matrice, et une matrice, c'est un tableau à 2 dimensions. Il y a tout un tas de manières de définir ce genre de matrice en fonction du langage de programmation que vous utilisez, par exemple ici en Java et en JavaScript. Et au final, l'intersection des lignes et des colonnes est une valeur qui est comprise entre 0 et 255, et ça va ça va décrire un pixel. Dans le cas d'une image en noir et blanc, cette valeur, donc va représenter l'intensité du niveau de gris d'un pixel. Si elle est égale à 0, on va avoir un pixel noir. Si elle est égale à 255, on va avoir un pixel blanc. Dans le cas des images de couleur, finalement, c'est la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir une matrice, on a 3 matrices. On a une pour le rouge, une pour le vert et une pour le bleu, d'où les images RGB. Et du coup, avant de rentrer sur les slides un peu plus complexes, juste une petite aparté pour l'environnement technique qu'on a utilisé. On a essayé de travailler avec des notebooks Jupyter qui permettent d'exécuter des cellules de code dans un navigateur web. Globalement, on a trouvé que c'était beaucoup plus interactif que du code classique, et surtout vu qu'on travaille sur des images et plus tard sur du son, c'est plus sympa comme ça. Niveau langage de programmation, on utilise Python, et pour la librairie de Deep Learning, on a utilisé TensorFlow. Donc tout ce code a été mis en open source, voilà, vous avez l'URL là-bas. Et si tout marche bien, vous avez un QR code si vous voulez le scanner. Vous pouvez finalement, il y a plusieurs notebooks que vous pouvez utiliser, vous amuser à expérimenter certaines choses. Juste nous, on a travaillé avec des GPU, donc les entraînements des différents modèles sont déjà assez longs sur GPU. Si vous n'avez pas de carte graphique, ça risque d'être très long sur CPU. Tu connais déjà.
ça reste très long, et je pense qu'un entraînement sur CPU, c'est minimum 3-4 heures. Bon, on va pouvoir attaquer les slides un peu plus complexes, et tout d'abord, on va vous montrer une opération qui est super sympa, c'est finalement la convolution. La convolution, c'est une opération qui va appliquer un fil de convolution, représenté par une plus petite matrice ici. Donc ça va l'appliquer sur une image, et on va avoir en sortie une image filtrée, qu'on appelle une feature map. Ici, là, on a un fil qui permet de détecter les contours d'une image. Et donc, lorsqu'on applique un produit de convolution sur une image, chaque pixel va prendre en sortie la somme de sa valeur et de ses pixels voisins, pondérés par le fil de convolution. Donc, si on prend l'exemple ici, on va sommer la multiplication pixel par pixel, donc d'une fenêtre autour de notre pixel, par la matrice de convolution. Et on obtient un résultat ici qui est égal à -8. Et finalement, si on regarde dans la somme, la seule valeur qui est non nulle, c'est le 2 qui est multiplié par le -4 sur la diagonale en bas à droite. Et donc cette opération, on va la répéter donc, sur tous les pixels de l'image, et on va obtenir finalement une image filtrée en sortie, qu'on appelle donc une feature map, donc qui est ici avec la petite animation. Ici, on revient 2 slides plus tôt pour essayer de comprendre un peu ce filtre-là. Finalement, ce qu'on va faire, c'est pour chaque pixel, on va le multiplier par 8 et on va soustraire tous ces pixels voisins. Donc si on est sur une zone avec un fort contraste, donc avec des pixels voisins différents, on va avoir une valeur élevée. Par contre, si on est sur une zone avec des pixels voisins similaires, on va avoir une valeur presque nulle. D'où, du coup, les détections de contours. On va détecter donc, tous les pixels qui ont des voisins différents. Tac, je reviens. Et donc maintenant qu'on a vu comment décrire une image et ce qu'était un filtre à convolution, on va pouvoir parler de réseaux de neurones avec les réseaux de convolution, qui sont finalement les modèles d'IA les plus souvent utilisés pour toutes les tâches de classification d'images. Sur ces modèles, généralement, on enchaîne des étapes de convolution, donc on a déjà vu, et des étapes de pooling, Et les étapes de pooling, finalement, ça permet tout simplement de réduire la dimension d'une image. Généralement, on regarde des carrés de 4 pixels par 4 pixels et on prend soit la valeur max, soit la valeur moyenne. Donc, sur l'exemple ici, on a une image qui sort d'une étape de convolution. Et donc, on va regarder des carrés de 4 pixels et on va extraire la valeur maximum à chaque fois et on va obtenir en sortie une image avec une dimension réduite. Sur ce modèle, donc on enchaîne des convolutions, du pooling, et à la fin, généralement, on a une étape de prédiction. Dans le cas de ce modèle, on va envoyer des images en entrée, et on va vouloir prédire si l'image correspond à un chien, un chat, un lion ou un oiseau. Finalement, pour entraîner ce modèle, on va passer plusieurs images dans le modèle, on va regarder les prédictions, on va mesurer les erreurs sur les prédictions, et on va modifier les valeurs des filtres à convolution pour minimiser cette erreur et donc optimiser les prédictions du modèle. Et donc derrière, une fois qu'on a un modèle qui est entraîné, on peut s'amuser à afficher les sorties des différents filtres à convolution, donc finalement les feature maps. Si on envoie par exemple un oiseau en entrée de notre modèle, on pourrait avoir par exemple ces exemples de feature map en sortie. Et au final, ces feature maps, je vais le dire souvent, donc faire attention. Ces feature maps permettent quelque part de décrire une image, décrire les caractéristiques d'une image, et on se rend compte que notre modèle finalement a appris à décrire les caractéristiques des images. Et finalement, c'est cette propriété qu'on va utiliser dans les Neural Style Transfer, pour le Neural Style Transfer, Et on va attaquer la dernière slide qui est un peu technique, après promis c'est plus simple normalement. Pour expliquer comment ça fonctionne les Neural Style Transfer, l'idée est la suivante, on va avoir nos 2 images en entrée, donc une image de style et une image de contenu. On va passer ces images dans le modèle, et pour les 2 images, on va extraire donc, les feature maps, donc les caractéristiques de ces images. Donc on voit par exemple pour l'image de contenu, on extrait ces caractéristiques, on va regarder de côté, et pour l'image de style, on va extraire aussi ces caractéristiques, donc les feature maps. Et ensuite, on va reprendre notre image à styliser et on va la passer plusieurs fois dans le modèle et on va la modifier itérativement pour faire en sorte que ces caractéristiques à elles se rapprochent des caractéristiques de l'image de style sans forcément trop s'éloigner des caractéristiques de l'image de contenu. Et donc pour faire ça, on va mesurer 2 valeurs. La première, ça va être l'erreur de reconstruction du contenu de l'image, c'est-à-dire les écarts entre les feature maps de l'image de contenu et notre image à styliser.
donc ce qui va permettre de garder une cohérence avec la scène de base. Et la deuxième valeur qu'on va mesurer, ça va être les écarts entre le style de notre image à styliser et le style cible. Et pour ça, on a besoin de mesurer finalement qu'est-ce qu'un style. Et on va utiliser ce qu'on appelle les matrices de Gram. Alors, je vous épargne tous les détails mathématiques, mais c'est des matrices qu'on va pouvoir appliquer au feature map et qui vont nous donner en sortie finalement une représentation du style d'une image. Et au final, je vous avais un petit peu menti au début. Si vous voyez sur le schéma, pour le style, on ne va pas extraire directement les feature maps, donc pas directement les caractéristiques, mais on va appliquer, donc on voit ici un style representation, donc on va appliquer une matrice de Gram qui va nous donner finalement une représentation du style de l'image. Et donc l'idée finale, c'est de comparer le style de notre image à styliser et le style d'origine, afin de reproduire le style de l'image de style. Vous avez beaucoup de styles dans la même phrase. Voilà, normalement c'est la dernière slide un peu technique, hein, je pense que ça va aller. Donc si vous m'avez bien suivi, finalement on a besoin de trois choses. On a besoin d'une image de contenu, on a besoin d'une image de style, et on a besoin d'un modèle. Nous, ce qu'on veut finalement, c'est taguer du texte. Donc en entrée, on a du texte, on n'a pas une image. Et donc du coup, on va vouloir créer une image à partir de ce texte. Donc en Python, rien de très compliqué, on va utiliser la librairie pile, là ici, pour créer une image en 500 par 500, une image noire, sur laquelle on va venir mettre un texte avec une police et un emplacement souhaité. Donc là, on a écrit Valériade avec une police Arial en 100 par 200. Sur cette image, on va vouloir rajouter un peu de texture. Donc on va appliquer un filtre qui permet de rajouter du flou sur l'image, donc un filtre gaussien. Donc on a l'image de base ici, et lorsqu'on applique le filtre gaussien, on a voilà, une image un peu floutée. Et au final, ce filtre, c'est rien d'autre qu'un filtre de convolution qu'on a déjà vu tout à l'heure, qui permet de lisser les valeurs des pixels avec les pixels voisins. Donc, on a notre image de contenu. On peut charger n'importe quelle image de tag pour être notre image de style, donc par exemple celle-ci. Et il nous reste à définir un modèle. Et pour ça, on va réutiliser un modèle qui est déjà pré-entraîné, qui s'appelle VGG19, qui est un modèle qui a été entraîné par des chercheurs d'Oxford sur 1 million d'images pour essayer de prédire, faire une classification parmi 1000 classes. Et donc du coup, on est capable de récupérer ce modèle, et finalement, c'est celui-là qu'on va utiliser pour extraire le style et le contenu de nos images. Et donc, juste avant de vous montrer le résultat, un peu de code. Je pense que ça fera plaisir à quelques personnes. Donc globalement, on a, sur la partie de gauche, on a toute la partie définition de notre modèle de transfert de style, où, comme on a dit, donc on va réutiliser le modèle VGG19, on va désactiver son entraînement, parce que l'idée, c'est de ne pas modifier les valeurs des filtres de convolution, on veut garder les mêmes filtres. On va définir les sorties de nos modèles, donc là, ça va être en fait les feature maps, les fameuses feature maps, donc les caractéristiques des images. Et on va donc finir par définir notre modèle qui va prendre en entrée donc, une image, et en sortie, on va avoir nos feature maps. Donc ça, c'est notre modèle. Et ensuite, si vous vous rappelez, ce qui va se passer, c'est qu'on va passer plusieurs fois une image dans ce modèle pour transformer son style. Et donc sur la droite, vous avez une étape de transformation. Donc la première étape, ça va être de préprocesser notre image en entrée. Donc ça, c'est typique du modèle VGG19. La deuxième étape, ça va être d'extraire les sorties, donc les feature maps, les caractéristiques de l'image. Là, ici, c'est juste on sépare la partie style et la partie contenu. Pour la partie style, si vous vous souvenez, on doit appliquer une matrice de Gram pour pouvoir mesurer ce qu'est qu'un style. Donc on applique la matrice de Gram ici. Et ensuite, on définit une loss, donc une erreur de notre modèle, qui va être finalement la différence de style entre notre image à styliser et le style cible. Et ça va être aussi la différence entre le contenu de notre image à styliser et le contenu cible. Donc, au final, on a cette erreur et on va modifier notre image grâce à une méthode d'optimisation. Donc on va la modifier, finalement on va passer l'image dans cette partie-là, typiquement à peu près 1000 fois. Et donc du coup, on va avoir le résultat suivant. Tada! Et donc voilà, donc on voit bien, on avait nos textes en entrée, un tag, et on a réussi à taguer du texte grâce à notre approche. Et je vais laisser la main à Nicolas qui va nous faire une petite démo. Oui, merci Alex. Donc Alex, lui, il est comme ça, il s'occupe des slides où il peut y avoir aucun problème, et ensuite il me refile la main pour la démo. Donc je vais vous le montrer en live, mais juste avant, à main levée, franchement, c'est pas trop dégueu, ça ressemble à un tag comme si quelqu'un l'avait fait. Au moins 2-3 mains qui se lèvent. Ouais, bon, ça va. On va dire qu'on a à peu près rempli la première partie de notre contrat.
Donc en démo, normalement, pof, vous voyez mon IDE, donc c'est très bien. Donc ce que vous voyez là, c'est VS Code, il y a mon environnement Python qui est chargé dessus. Sur mon PC portable, il y a un GPU et vous allez voir, malgré ça, ça va quand même prendre un petit peu de temps. Je vais juste exécuter la dernière cellule, là c'est une fonction d'automatisation qui permet en gros de lancer tout ce que vient de vous raconter Alex. Donc si vous n'avez pas écouté jusqu'à présent, c'est pas grave, vous avez juste à regarder ça. Et en gros voilà, donc le temps que ça prend, je crois qu'on va attendre une dizaine de secondes avant de voir, après 100 étapes, la première version de notre tag, donc celui qu'on vient de vous montrer juste avant. Il faut être patient, le petit GPU il tourne, touc, c'est moche, c'est super moche. Pour autant, on voit des choses qui sont intéressantes. On voit que déjà par rapport à juste la police qu'on avait utilisée, il commence à y avoir certaines topologies qui se créent. On voit par exemple que le L passe un petit peu sur le E. Ça, c'est des choses qui n'étaient absolument pas dans la police, dans l'écriture originale. C'est le modèle qui est en train d'apprendre, qui est en train de reproduire un petit peu un effet graffiti à partir de ce qu'on lui a donné. Là, c'est pareil, ça continue. On voit par exemple toujours avec le L qui a une espèce d'impression de profondeur qui se crée. Donc comme si il avait appris à reconnaître finalement ce qui constitue les caractéristiques principales d'un graffiti. On va le laisser tourner et puis on reviendra après dessus. Je vous le promets. Tuc. Bon, du coup, j'ai vu quelques mains se lever. Je pense qu'il y avait en plus quelques timides. Donc je veux dire qu'il y a environ 50% des gens qui sont convaincus. On a réussi à graffer. Maintenant, on va essayer de rapper. J'y connais rien, moi, en hip-hop. Du coup, je me suis renseigné. Pour moi, un morceau de hip-hop, a priori, c'est un clip. Ça va être un beat, ou quelque chose comme ça. Enfin, une mélodie, quoi. Quelque chose sur lequel, ensuite, un chanteur va venir pouvoir poser sa voix avec des paroles, des lyrics, etc. Et au final, ça va rendre quelque chose qui est censé être plutôt pas mal. On manquait de budget, vous l'avez vu tout à l'heure, on n'est pas super acteur. Le clip, pour l'instant, on va le laisser de côté. Mais si jamais quelqu'un est chaud pour l'année prochaine, faites-nous signe et on pourra s'attaquer à ça. Et donc, pour débuter, on va essayer de générer des paroles de hip-hop. Qu'est-ce que c'est que des paroles de hip-hop? C'est des mots, en général par phrase. Il peut y avoir plusieurs mots, il peut y en avoir qu'un, des fois il y en a plein, des fois il y en a un peu moins. Des fois ça rime, des fois ça rime pas, des fois il y a des insultes, des fois il n'y en a pas. Et nous, il faut qu'on arrive à générer ça. Donc on aimerait bien avoir une méthode modèle.chante, modèle.essaye d'inventer quelque chose qui sonne bien, modèle fais-nous des caractères au hasard, au pire tant qu'on y est. Donc voilà, donc comment est-ce qu'on fait ça? Il faut générer du texte. Mais ça, c'est un gros problème, parce que le texte, nous, en IA, on n'aime pas ça. Le texte, c'est nul. Le texte, c'est des chaînes de caractères, des strings. Non, on n'en veut pas. Nous, nos modèles, ce qu'ils prennent en entrée, c'est des nombres, des chiffres. Du coup, il faut qu'on arrive à trouver un moyen pour pouvoir passer du texte à des nombres, à des choses qu'on puisse ensuite utiliser dans nos modèles. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours une première étape de pré-traitement qui va être nécessaire quand on travaille avec du texte pour pouvoir ensuite l'utiliser de manière à peu près sereine dans nos outils de machine learning, d'IA, etc., etc. Rajoutez le buzzword que vous voulez. Donc on peut le faire de deux manières différentes. On peut le faire soit au niveau des mots, soit au niveau des caractères, mais c'est à peu près toujours la même idée. S'il va y avoir une première phase de split, donc on va faire une expression régulière, même les data scientists galèrent avec les expressions régulières, pour pouvoir découper notre texte original finalement en différents tokens. Donc les tokens, ça peut être ici à gauche des mots, ou ça peut être ici à droite des lettres. On peut choisir d'ignorer ou pas la ponctuation, on peut choisir d'ignorer ou pas les lettres en majuscules, les lettres en minuscules, c'est un peu comme on le souhaite. Et une fois qu'on a fait ce split, on va pouvoir venir indexer nos différents mots. Donc l'index qui va correspondre à un mot, ça peut être par exemple son index dans un dictionnaire de référence, dans une base de données de référence qu'on aurait, ou ça peut être tout simplement le numéro de la première occurrence à laquelle on rencontre le mot. Donc c'est bien, on a réussi à split nos textes en entrée, on les a transformés en chiffres. Pour autant, ces chiffres, ils ne veulent pas dire grand-chose, parce que savoir qu'un index est plus grand qu'un autre, ça ne va pas beaucoup nous aider. Donc on va essayer de rajouter un petit peu de sens derrière ces chiffres, derrière ces index. Et c'est là qu'on va parler des embeddings, donc en français plongement, qui sont toute une famille en fait de techniques, de modèles, d'approches de machine learning qui vont essayer de rajouter un petit peu du sens aux mots.
Donc je vous dis qu'on pouvait le faire par mot ou par caractère. Nous, dans la suite, on l'a fait par caractère. Je vous expliquerai pourquoi plus tard. Pour l'exemple des embeddings, je vais le faire avec les mots, parce que c'est un petit peu plus simple. Et donc en gros, ces modèles d'embedding de plongement, ce qu'ils vont faire la plupart du temps, c'est qu'ils vont être entraînés sur un texte, un corpus comme Wikipédia, comme l'intégralité d'Internet, ou peu importe, où un modèle va essayer de prédire un mot en fonction de son contexte, ou à l'inverse, prédire un contexte de mots en fonction de ce mot original. De base, on va associer à chaque mot un vecteur, donc une suite de nombres parfaitement aléatoires. Et en fait, on va venir les altérer au fil de l'eau, de façon à ce que des mots qui ont tendance à apparaître dans un contexte proche vont avoir tendance à avoir des valeurs, des vecteurs qui vont être proches. Et donc, à partir de là, des vecteurs qui sont sémantiquement proches, donc qui apparaissent avec des mots identiques, vont avoir tendance à avoir des similarités, des sens à peu près similaires. Et donc ça permet de faire des choses assez magiques, comme cet exemple que vous avez peut-être déjà vu 300 fois ou que vous n'avez jamais vu. En fait, on peut faire de l'algèbre avec des mots. Il y en a 2-3 qui me regardent en mode « mais qu'est-ce qu'il raconte ? Il est complètement fou ». Mais en gros, donc, voilà, on a des vecteurs pour nos mots, et du coup, là, on peut calculer à peu près le vecteur du mot « reine ». Le vecteur du mot « reine », c'est le vecteur du mot « roi », auquel on va venir soustraire le vecteur du mot « homme », et auquel on va venir additionner le vecteur du mot « femme ». Et « roi » moins « homme » plus « femme », ça fait sens, quoi. On a une petite intuition que, ouais, effectivement, si d'un point de vue vectoriel, d'un point de vue position du mot dans l'espace, ça veut dire quelque chose, ça matche à peu près. Et donc ça y est, on a enfin du sens à apporter à nos index de mots. Donc sauf que nous, là, on a travaillé avec des caractères. C'est exactement le même principe, sauf que vous dire qu'il y a un modèle qui va apprendre une espèce de représentation abstraite de ce que veut dire un C, c'est pas très clair, mais en gros, c'est la même idée. Par exemple, le point d'exclamation ne va pas avoir le même vecteur que le point tout court, parce que il y a une exclamation, quoi. C'est différent, c'est autre chose. Et donc, petite parenthèse, pourquoi est-ce qu'on a fait les caractères et pas les mots ? C'est parce que les caractères, il n'y en a pas beaucoup. Il y a l'alphabet, il y a les chiffres, éventuellement la ponctuation. Donc finalement, dans notre modèle de génération, après, on aura juste à prédire un caractère parmi, on va dire, 45, 100 caractères possibles. Tandis que si on avait fait quelque chose basé sur les mots, il aurait fallu pouvoir prédire un mot parmi l'intégralité du vocabulaire du corpus qu'on va retrouver dans les chansons de hip-hop. C'est pas évident, parce que prédire « yeah » à la place de « yeah », c'est pas... J'ai une voix catastrophique, faites pas attention. Mais globalement, voilà, c'est pas facile, d'autant qu'en hip-hop, ils aiment bien jouer un peu avec les mots. C'est des fois, il va y avoir des contractions, des lettres qui vont sauter, il va y avoir des petites étoiles au milieu de certains mots, parce qu'il faut les censurer, parce que c'est pas des jolis mots. Donc voilà, notre modèle pourra plus facilement apprendre ce genre de petites subtilités des chansons de hip-hop. Il y a un deuxième truc qui est chiant qui est embêtant avec le texte, c'est que le texte, ça a une structure particulière. Le texte, c'est séquentiel. Si je vous dis bonjour, va ça, vous allez me regarder avec des yeux grands ouverts, alors que si je vous dis bonjour, ça va, là déjà on est un petit peu mieux. Le problème, c'est que les réseaux de neurones de base, on va dire, ceux qu'on a l'habitude de voir, ils vont que dans un sens. Il n'y a pas cette idée de séquence derrière. Ce que vous a présenté Alex tout à l'heure, c'est très bien pour traiter une image indépendante. On ne pourrait pas le traiter directement pour traiter une vidéo, par exemple. Pourtant, une vidéo, c'est une suite d'images. Sauf que le modèle, lui, il n'en a aucune idée. Ce qu'il voit, c'est des images de manière complètement indépendante, et il ne sait pas les relier entre elles. Et c'est là qu'interviennent les modèles récursifs, les Recurrent Neural Networks, qui, eux, vont avoir cette petite particularité qu'à l'intérieur d'une cellule, donc le neurone, je vous passe les détails mathématiques, c'est Alex qui fait ça, en gros, il va y avoir quelque chose qui fait qu'en passant de mot à mot, on garde une petite trace, un petit quelque chose du mot qui est passé avant. Donc, comme je vous l'ai dit, moi je ne suis pas comme Alex, je ne vais pas vous mettre des matrices avec des chiffres, je vais vous mettre des couleurs, parce que c'est plus sympa. Donc si par exemple on a un petit modèle, donc on a juste une petite cellule récurrente, donc on va lui envoyer notre premier mot. Le premier mot, ça va être bonjour. Donc on va dire qu'il y a associé un vecteur qui représente un petit peu ce que veut dire le mot bonjour. Donc notre cellule va prendre la couleur bleue. On passe au deuxième mot, comment. Donc notre modèle, il n'oublie pas qu'il vient de voir le mot bonjour. Donc il y a du bleu, il y a un petit peu de jaune. Donc il maintient un petit peu cette information. Comme bonjour, comment ça, hop, c'est pareil, un nouveau mot, une nouvelle couleur, mais on garde une trace de ce qui s'est passé avant. On fait la même chose avec va, c'est pareil, on garde encore une petite trace, on voit que les différentes bandes s'affinent avec le temps, mais c'est pas complètement oublié. On garde une idée de ce qui vient de se passer, on a un historique des mots qu'on a vus juste avant. Point d'interrogation, ah, on est en train de me poser une question, qu'est-ce qu'on me pose comme question? On est en train de me demander comment je vais.
C'est en gros à peu près comme ça que marchent les modèles récurrents, donc qui vont permettre de pouvoir traiter cette séquence de variables, cette séquence de mots. Donc concrètement, notre modèle, qu'est-ce qu'il va apprendre à faire? Il va apprendre à prédire le token, donc ici ça va être un caractère n plus 1, à partir des tokens précédents, donc n, n-1, n-2. Comment on fait pour générer une chanson? On va procéder couplet par couplet, ou phrase par phrase. Et en gros, on va lui donner un premier mot, ou éventuellement des premiers mots qu'on aura sélectionnés nous-mêmes à la main. Et ensuite, on appelle le modèle et on va le laisser faire. Donc on prédit un caractère, on le rajoute à notre séquence, et on va prédire la suite pour voir ce qu'il en sort, quoi, et si on peut aller faire la nouvelle star. Donc je vous dis qu'on a un modèle, etc. Mais notre modèle, il faut bien qu'il apprenne sur quelque chose. Donc pour ça, on est allé sur Internet, on a tapé dataset lyrics hip-hop, et on a trouvé un dataset qui était plutôt complet, donc il y avait environ 230 000 chansons dans ce dataset-là. Il y en avait environ 23 000 donc, de hip-hop. Donc dans le dataset, on avait tout, on avait le nom de la chanson, l'année à laquelle elle est sortie, le nom de l'artiste, le genre, et donc les paroles associées. Et nous, c'est vraiment ça qui nous intéressait. Donc on a évidemment filtré donc, que sur le genre hip-hop, parce que des paroles d'électro, ça fait pas très intéressant. Moi, j'y connais pas grand-chose, donc encore une fois en hip-hop, je connais vite fait Eminem, parce que vous pouvez lever la main si a priori ça vous paraît être des chanteurs de hip-hop, des chanteuses de hip-hop là dans le nuage de mots. Je suis pas parti trop loin, c'est a priori c'est cohérent. C'est génial, vous êtes trop bien. Et donc on a envoyé tout ça, donc les 23 000 chansons à notre modèle, et notre modèle il a parcouru toutes les chansons une à une, en essayant de prédire à chaque fois, en fonction des caractères qu'il venait de voir, le caractère qui suivait. Et il a fait ça donc pour toutes les chansons, pour apprendre finalement à comment est-ce qu'on construit une chanson de hip-hop. Donc ensuite, il faut faire la phase de prédiction, un petit peu de code. Je vais passer sur les détails. Globalement, state, ça va être l'état de notre modèle. Nextchar, ça va être la structure qui va pouvoir contenir donc, les caractères suivants à faire. Là, on va prédire donc, 5 couplets ou 5 phrases qui vont toutes commencer par yo, virgule. Quand je vous dis que j'y connais pas grand-chose en hip-hop, c'est vrai, hein, c'est très, très cliché. Donc voilà, on va mettre le résultat dans result. Et puis ensuite, on boucle. On va prédire 1000 caractères à chaque fois. Et donc à chaque fois, on appelle la méthode donc generate one step avec les caractères qu'on a eu jusqu'à présent et l'état du modèle. Et quand on fait generate one step, qu'est-ce qu'il fait? Il lui envoie donc la séquence de caractères qu'il a, et lui il va nous sortir une probabilité associée à tous les caractères qu'il connaît. Et donc nous, on va tirer un caractère en fonction de ces probabilités-là. Donc une fois ce sera un C, une fois ce sera un K, etc. Et attention, roulement de tambour, c'est ça le premier couplet. Yo club get a gift, what the fuck? Moi, ça me paraît bien. Je veux dire, la première phrase, ok, c'est du hip-hop, quoi. Il y a pas de, ouais, ok, ça passe. C'est plutôt super encourageant. On prédit des caractères à chaque fois. Et là, il a réussi à reconstruire des mots. What the fuck, je sais pas ce que ça veut dire, mais ça m'a l'air de matcher à peu près, quoi. C'est quelque chose, ok. On a des paroles, quoi. Mais du coup, warning, attention. Attention, petite alerte, biais, etc. Machine learning, IA, quand on dit que les modèles ils apprennent, etc., ouais, c'est un petit raccourci. Ils apprennent surtout à reproduire ce qu'ils ont vu par le passé. Et quand on dit qu'ils apprennent à reproduire et qu'il y a des chances de reproduire, c'est que très souvent ils vont apprendre par cœur. Donc il faut faire attention. Il y a des éléments indésirables qui vont venir se glisser dans nos prédictions. Sans déconner, première phrase, on a le mot fuck. Donc imaginez avec d'autres choses, des choses qui peuvent être sensibles, N-word, etc. On est dans un contexte hip-hop, ça passe, mais il faut faire attention, quoi. Les biais dans les données. Les modèles, ils sont bêtes, ils reproduisent systématiquement ce qu'ils ont vu et ce sur quoi ils ont appris. Du coup, j'en ai repéré 2-3 dans le fond qui ne parlaient pas anglais. Donc on a mis ça dans Google Translate pour vous faire un petit peu le résumé de ce que raconte notre chanson. Donc yo, le club a un cadeau. C'est quoi ce bordel? Puis-je sentir le fait qu'il tirait ne peut pas s'arrêter? Nous n'avons pas, putain, excusez-moi, je ne fais que lire. Nous posons la question, verset 2, Dog nouvelle mort à la terre de route comme un pleur, à nos paroles, essayez de plus l'amnésie. C'est poétique, c'est extrêmement poétique. On peut se moquer, c'est vrai que c'est pas terrible, hein, mais après c'est peut-être Google Translate qui a fait nawak.
Mais en vrai, quand on regarde finalement le texte qui a été généré, bah, ça fait à peu près sens, quoi. Notre modèle, il prédit des caractères, il a réussi à reconstruire des mots, il y a des petits bouts de phrases qui ressemblent franchement à des choses qu'on verrait dans une chanson de hip-hop, c'est plutôt pas mal. Si on avait voulu avoir des choses un peu plus péchues, en fait, il aurait fallu justement qu'on s'attaque à des modèles qui travaillent sur les mots, qui du coup vont avoir une mémoire un peu plus importante. Parce qu'au lieu de se rappeler des 15 derniers caractères, on peut se rappeler des 15 derniers mots. Donc forcément, ça va assurer une certaine cohérence dans le couplet, dans la phrase, et puis à la fin, dans la chanson. Mais en tout cas, le modèle a reconnu qu'il était amnésique, donc c'est plutôt intéressant. Mais on a nos paroles. Donc il va nous falloir de la musique. Merci. Donc oui, comme dit Nico, on a des super paroles. Et maintenant, il nous faut de la musique pour avoir quelque chose qui tienne à peu près la route. Et donc, tout d'abord, il y a deux manières de représenter la musique. Donc, la plus connue, c'est sous forme de signaux audio. Globalement, c'est ce que vous avez pour vos fichiers MP3 WAV sur vos postes. Et finalement, c'est rien d'autre que des variations d'intensité à certaines fréquences qui vont évoluer dans le temps. Ça permet de représenter à peu près tout type d'audio, donc de la voix, du bruitage, de la musique, donc on cherche à faire. Mais ça, la problématique qu'on va devoir parler de transformé de Fourier si on veut parler de cette représentation-là. Et je sens que vous n'avez pas trop envie de parler de transformé de Fourier. Bon, du coup, on va vous épargner cette représentation-là. Juste là-dessus, on a un modèle qui s'appelle WaveNet qui permet de traiter ces signaux audio, qui marche très bien. Mais globalement, c'est un modèle qui est très complexe, c'est très lourd et très long à entraîner. Donc du coup, voilà, pour votre connaissance, il y a ce modèle qui existe. Nous, on va plutôt s'attaquer à une autre manière de représenter l'audio, et c'est finalement celle qu'on apprend à l'école, c'est sous forme symbolique. Donc là, on n'a pas de signaux audio, mais on a une suite de symboles qui finalement, c'est tout simplement les notes de musique. Pour cette représentation, il y a des formats de fichiers qui utilisent cette représentation, par exemple les formats MIDI, qui finalement va avoir une liste d'objets qui va comporter un pas de temps, une note et la hauteur de cette note. Et donc, ce qui est super, c'est qu'on peut aborder la musique donc comme du symbolique, et finalement qu'on peut considérer que c'est un nouveau langage, quelque part, donc un langage différent. Et donc, du coup, on va pouvoir se repositionner dans une problématique de génération de texte. Mais en fait, cette fois-ci, on va avoir un vocabulaire différent. Au lieu d'avoir des caractères à prédire, on va tout simplement prédire des notes. Et donc, comme un caractère dépend des caractères précédents, une note va, elle, dépendre des notes précédentes. Et donc du coup, j'ai une bonne nouvelle, c'est que quand on va pouvoir utiliser le même modèle qu'avant, on n'aura plus de slides techniques avec un énième modèle. Puis bon, globalement, ça nous arrange bien aussi, donc c'est pas mal. Là-dessus, donc maintenant qu'on sait qu'on va utiliser le même modèle qu'avant, il nous faut quand même des données. Donc on a récupéré un dataset open source sur GrooveMonkey, donc avec un dataset de bits de hip-hop, qui contient une dizaine de fichiers MIDI, ce qui est largement suffisant pour la problématique qu'on a. Et donc, du coup, on va vouloir lire ces fichiers MIDI, et il y a plusieurs manières de le faire, donc plusieurs librairies avec Python, donc il y a Music 21, Pygame ou encore Mido. Et nous, on a choisi d'utiliser Mido, qui donc va lire les fichiers MIDI, et on va obtenir en sortie une représentation sous forme de message avec une note, une vélocité et un écart de temps depuis la note précédente. Et donc globalement, c'est une librairie qui est assez simple à utiliser. Vous voyez, on peut déclarer donc une liste de messages, on parcourt notre fichier, et on va rajouter donc tous les messages qui ne sont pas des métadonnées. Donc au final, en sortie, on a toute une liste de notes. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a donc parcouru tous nos fichiers MIDI, on a concaténé toutes les notes ensemble, donc on a formé finalement un texte de notes, et on a défini un intervalle de temps entre deux notes, donc ici 13 millisecondes. Via cet intervalle de temps, on a comblé finalement tous les trous de notre musique, puisque généralement dans une musique, il y a des moments où il n'y a pas de notes qui sont jouées, et globalement, il faut que notre modèle soit capable de prédire ces moments où il n'y a pas de notes. Donc c'est silence ou c'est blanc, vous l'appelez comme vous voulez. Parce que bon, globalement, si notre modèle devait prédire une note toutes les 13 millisecondes, ça ne serait pas super à écouter, je pense. Du coup là-dessus, donc on a notre liste de messages, on a géré donc les moments de silence, de blanc. On va pouvoir tokeniser nos notes, donc c'est comme avant avec le texte, on va attribuer un index à chaque note, et on va obtenir en sortie une séquence de notes, une séquence de tokens. Donc là par exemple, on a donc le premier token qui correspond à la note 42, le numéro 2 qui va correspondre à la note 36,
Et vous voyez que pour la troisième note, on a un écart de temps avec la note d'avant, donc on va rajouter des blancs, et ensuite on va avoir le token de la troisième note qui est elle aussi un 42, ainsi de suite. Et donc du coup, on va pouvoir réutiliser notre modèle avec cette fois-ci en entrée donc une suite de notes et en sortie la prochaine note à prédire. Et donc du coup, on réutilise notre modèle et on a le résultat suivant. Voilà. Bon, globalement, quand on génère une musique, on espère que ça dure un peu plus longtemps qu'une seconde, hein, je vous rassure. En fait, ce qui se passe ici, c'est qu'en analysant notre séquence de notes, il y a plus de 90% des intervalles de temps où il n'y a pas de note de jouer. Donc nous, notre modèle, il est un peu bête et il se dit que si je prédis à un moment qu'il n'y a pas de note de jouer, j'ai raison dans 90% des cas. Voilà. Globalement, il a raison, hein, mais bon. Du coup, deux solutions. La première, entraîner un modèle plus complexe plus longtemps. Globalement, ça marche très bien, on l'a fait. Et la deuxième qu'on a eue, c'est finalement d'essayer de regarder notre séquence et de regrouper ensemble les suites de silence qui reviennent régulièrement et les regrouper dans des nouveaux tokens. L'idée, c'est comme ça. C'est qu'on a, donc, par exemple, on a regardé, on a beaucoup de fois des suites de 20 blancs, de 21 blancs, 22 blancs, 23 blancs. Finalement, on les a tous transformés pour les mettre dans une nouvelle classe qui s'appelle Silence 21. Et on a fait la même chose pour les suites de 7 et 8 blancs et les suites de 5 et 6 blancs. Et au final, on voit qu'on a 61% de vraies notes cette fois-ci. Donc on n'a plus 90% de blanc, on a 61% de vraies notes. Et donc du coup, on va pouvoir réutiliser notre modèle cette fois-ci. Et voilà un exemple. Voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Donc au final, on a notre bit. Je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est plutôt pas trop mal. On a notre texte. Donc je vais laisser la main à Nicolas pour conclure sur le tube de l'année. J'ai entendu, c'est pas moi qui vais chanter. Comme vous l'avez remarqué, effectivement, il manque une étape, il nous manque un chanteur. On a la chanson, on a la musique, on a les paroles. Qui c'est qui parle dessus? Donc ça s'appelle de la synthèse vocale ou speech synthesis. C'est pas facile. C'est pas facile parce que si on voulait le faire from scratch, il nous faudrait une base de données de phonèmes par mot ou autre pour tout notre vocabulaire. Donc pour tous les bouts de morceaux de mots qu'on a dans notre vocabulaire, il faudrait qu'on ait une base de données. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des yeah et des yeah. Du coup, c'est pas facile à refaire. Surtout qu'en plus, il faut gérer les intonations, etc. Bon, c'est pas évident. On n'avait pas le temps, on n'est pas artiste. Puis il y a des solutions qui existent déjà. Donc on s'est dit que finalement, on allait peut-être utiliser ça. Donc il y a Google évidemment qui propose une API de text-to-speech et pour ceux qui sont sur Windows, il y a Microsoft qui le propose aussi par défaut dans les options d'accessibilité. Donc ça veut dire qu'on a, beaucoup d'entre nous en tout cas, ont un moteur de text-to-speech sur leur machine. Et donc nous c'est ce qu'on a préféré faire pour terminer au moins notre tube. Donc c'est de reposer finalement sur des choses qui existaient déjà. À quoi ça ressemble? Pour ceux qui font pas de Python, vous allez être dégoûtés parce qu'en Python c'est ultra simple à faire. Globalement, on importe un module qui s'appelle pyttsx3. On instance un synthétiseur avec la méthode init. Ensuite, on peut changer différentes propriétés, donc par exemple l'identifiant de la voix qu'on veut, donc il va y avoir des voix masculines, féminines. Je crois qu'on peut télécharger des packs de voix aussi, donc en fonction de là où on habite, etc. On peut changer tout un tas de propriétés comme la vitesse à laquelle la voix va parler, etc. On va lui fournir nos paroles. Vous reconnaissez le petit Yo Club Get a Gift What the Fuck, que vous avez désormais appris à aimer. Ensuite, on va appeler donc la méthode save to file. On va lui dire de mettre ça dans lyrics.wave. On appelle run and await, on appelle stop, et pouf, on a un fichier audio qui contient nos paroles. Maintenant, il faut passer à la table de mixage pour pouvoir mettre ça sur notre fichier musical qui contient la mélodie ensorceleuse d'Alex. C'est encore plus facile. C'est avec le module PyDub cette fois, qui a une classe qui s'appelle AudioSegment. On peut l'instancier avec la méthode fromFile, ça va nous charger automatiquement donc l'audio qu'il y a dans le fichier bits.wave. On fait la même chose pour les paroles, en chargeant l'audio qu'il y a dans lyrics.wave. Ensuite, on appelle la méthode overlay sur bits avec comme paramètre lyrics audio, et pouf, on a notre mix entre les deux. On n'a plus qu'à sauvegarder ça dans un petit répertoire outputs, on va appeler ça finalsong.wave, et on a notre chanson.
Vous avez le droit de partir maintenant. Voilà, je ne veux pas être tenu responsable de ce qui va se passer maintenant. Mais bon, bah, profitez. Yo, club get a gift, what the fuck? Can I feel the fact that he was shooting can't stop we? Don't whore we come up with. Question verse 2 dog new death. To the road earth like a. Crying to our lyrics try to. Plus amnesia A747 I'm in. Obelisk light how to rocks that reality now. Do you exercha you rub that's? Well he lace with it through. The low nigga I got the dirt candy off me now rolling. I lust how much? Je ne sais pas si c'est encourageant ces applaudissements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le hip-hop c'est devenu tellement que ça passe ou, Enfin, bref, bon bah voilà, on a réussi à générer une chanson, quoi, une chanson de hip-hop. Et donc bah, pour conclure, on espère au moins qu'à travers ces petites expériences qui nous ont fait beaucoup rire, vous auriez réussi à grappiller quelques petites notions de traitement d'image, de texte, de son. On n'est évidemment pas les premiers à avoir fait ça. Il y en a qui le font bien mieux que nous. Je vous encourage vivement à aller sur YouTube et à chercher Sony IA Beatles, parce qu'ils ont réussi à recréer from scratch une chanson des Beatles. Donc c'est évidemment pas une vraie chanson des Beatles, mais ça y ressemble quand même pas trop mal. C'est pareil pour tous les modèles qu'on a utilisés, il y a des alternatives qui existent, notamment pour la génération de texte. Il y a OpenAI qui a un modèle qui s'appelle GPT-3, qui a une API qui est semi-ouverte en ligne. Enfin, il faut s'inscrire au programme de bêta, qui est très très forte pour générer du texte. Le problème, c'est que le modèle est tellement complexe et il est tellement fort à faire ce qu'il fait qu'en vrai, il apprend par cœur tout ce qu'il voit sur Internet. On a essayé de générer une chanson en lui mettant comme input quelques paroles d'une chanson d'Eminem. Il a ressorti toute la chanson d'Eminem. Donc c'est pas de l'art, ça c'est du plagiat. Donc nous on s'y retrouvait pas trop. Et avant de vous laisser nous poser des questions, merci à Hello et Robin qui sont là au 3e rang. S'ils n'étaient pas passés sur nos slides, je pense que vous auriez aussi saigné des yeux, parce que globalement on n'est pas vraiment artistes, quoi. Nous c'est plus les modèles qui travaillent pour nous. Donc merci à eux pour les slides magnifiques qu'ils nous ont fait. Et si vous avez des questions, je vais les prendre dans 2 secondes, juste avant. On va voir où est-ce qu'il est rendu, lui. C'est un beau tag. Des sourires gênés, ça me va. Merci à tous, en tout cas, et si vous avez des questions, allez-y. Avez-vous des questions ? Soyez pas timide, ça peut être tout et n'importe quoi. Oui, bonjour, merci pour votre présentation. Je me demandais si vous avez des outils pour pouvoir en fait appliquer le même type de filtre qu'on a vu sur les images pour reprendre un style et essayer de l'appliquer sur la musique, prendre le style d'un rappeur par exemple et essayer de l'appliquer sur du son. Alors techniquement, ça doit être possible, puisque globalement, si vous avez vu la présentation qu'il y a eu hier par les 2 gars de Zenica qui travaillaient un peu avec du son, quelque chose qui se fait aussi très bien quand on travaille avec du son, c'est les transformés de Fourier. Ça va être cette particularité de transformer le son en image. Et du coup, j'imagine qu'en appliquant des convolutions sur ces images-là, il doit y avoir moyen de récupérer quelques petites choses. Après, c'est sur des périodes de temps qui sont très faibles. Je ne sais pas si le style d'un chanteur, on arriverait à le capter sur des pas de temps aussi faibles. Sauf peut-être PNL et compagnie avec l'autotune, où on devrait réussir à... Ouais, mais là, c'est le style du filtre que tu reprends directement. Ouais, c'est ça, ouais. Mais on pourrait peut-être réussir à le recapter. Mais du coup, j'aurais tendance à dire qu'en intuition, oui, ça doit pouvoir se faire. Mais à ma connaissance, ça n'a pas encore été vraiment fait. Ok, merci. Il y a des mains, je crois, dans le fond, devant aussi.
Un graffiti, c'est du texte au départ. Ouais. Pourquoi ne pas avoir essayé de faire quelque chose qui permette, à partir des images, de retrouver le texte d'origine, plus ou moins, et du coup d'appliquer le style de ce texte à votre texte? Ça va être une réponse très frustrante, parce qu'on avait envie, à partir de texte, de pouvoir faire un graffiti. Mais on aurait très certainement pu entraîner un modèle à reconnaître le texte qu'il y a sur une image de graffiti. Le gros problème, c'est que du coup, on se positionnerait dans un cadre de traitement d'apprentissage supervisé. Ça veut dire qu'on aurait dû, plutôt que de s'amuser à coder, passer en revue des dizaines et des dizaines et des dizaines de graffitis, les décoder à l'œil et écrire dans quelque part ce que ça voulait dire pour que notre modèle puisse apprendre à reconstruire l'association entre les deux. Donc, on n'avait pas trop le temps. On n'avait pas trop le courage. Ouais, non, on manque de courage. Mais si des gens veulent faire ça pour la prochaine fois, je veux bien filer un coup de main. Au fond, ouais. Bonjour, merci pour la presse. Est-ce que c'est le modèle qui définit quand caler les paroles sur le beat? On s'est fait griller. Non, pas vraiment. Ce qui s'est passé en fait, c'est que quand on a généré nos paroles, le modèle génère très peu finalement de ponctuation, très peu de points, très peu de virgules. Et lorsqu'on l'a passé dans le synthétiseur, finalement, il nous sortait un texte sans ponctuation, donc des phrases qui n'étaient pas du tout rythmées. Finalement, ce qu'on a fait, alors je pense que ça serait possible d'essayer de le caler avec le beat, mais alors ça serait assez complexe. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté manuellement de la ponctuation tous les, je crois que c'est entre les, je sais plus, 6 ou 7 mots. Au bout de 6 ou 7 mots, on rajoutait un point pour que ça fasse un rythme finalement sur les paroles. Parce qu'en gros, ça c'est le moteur de text-to-speech qui le gère automatiquement, qui lui va reconnaître quand dans ses entrées il a un point ou une virgule, il va appliquer un petit temps de pause. Mais ça, c'est des choses que vous pourrez voir si vous allez voir sur le repo. Tout est a priori documenté, expliqué, et puis vous verrez nos quelques petites triches pour arriver à une chanson à peu près. Mais il n'y en a pas tant que ça. Bonjour. Est-ce que pour les graffitis, il y a une part de hasard? Est-ce que si on joue 100 fois la démo, ça fait 100 graffitis différents ou pas? Alors, techniquement, ils vont être un petit peu différents, mais ça se verra pas à l'œil nu. Là, par exemple, ce que vous voyez, en fait, tous les artefacts un peu crado qu'il y a en bas de l'image, c'est parce que sur l'image initiale, c'est que du noir, en fait. Et du coup, là-dessus, le modèle va s'exprimer, entre guillemets, de manière presque aléatoire. Où du coup, il va y rajouter des couleurs qui viennent de l'image de style original. Et donc là-dessus, on peut avoir quelques surprises, mais ça va quand même ressembler très fortement à la même chose. Ok, merci Nicolas et Alexandre. Merci à vous. Merci.